Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de Parlons Placement. On va s'intéresser à la Fed qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Encore une fois. Et oui, on y revient toujours. Quel impact pour les épargnants? C'est la thématique qu'on a décidé d'explorer ensemble. Mais déjà, plantons le décor. Que s'est-il passé? Qu'a déclaré Jérôme Powell? Alors, ce qui s'est passé, c'est une vraie révolution sur les marchés financiers. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. La Fed a décidé de changer ses critères d'appréciation de la politique monétaire. Vous savez qu'elle a un objectif d'inflation. Elle est là pour maximiser la croissance américaine sous contrainte d'inflation, ne pas avoir une inflation trop élevée. Jusqu'à présent, un petit distinguo avec la BCE, la Banque Centrale Européenne. Qui ne regarde que l'inflation officiellement. Et donc, elle avait jusqu'à présent un objectif d'inflation de 2%. Mais là, elle a dit qu'elle ne regardait pas simplement l'inflation instantanée, mais elle regardait l'inflation moyenne sur une certaine période. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'inflation est très très basse, elle est proche de zéro. Ce qui est un vrai paradoxe, si je vous permettez de vous interrompre. Où est passée l'inflation alors qu'on déverse des tonnes d'argent, de liquidités, justement, via la Fed, via des politiques budgétaires offensives, et toujours pas d'inflation? Oui, alors là, c'était vrai, cette question se posait avant la crise. Avec la crise, on comprend, il y a énormément, le chômage augmente partout dans le monde, donc les pressions déflationnistes sont là. Malgré les plans de relance, on a des pressions déflationnistes qui sont beaucoup plus fortes qu'avant la crise. Et avant de lutter contre un excès d'inflation, il va falloir lutter contre une déflation. Il va falloir lutter contre le scénario à la japonaise. Une inflation très basse, voire négative, et une croissance proche de zéro. Et alors, est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce que les banquiers centraux s'y prennent bien? En tout cas, eux, ils font le job. Il n'y a pas que ça à faire, il faut qu'il y ait des plans de relance. On attend un plan de relance important aux États-Unis, mais il n'y a pas d'accord entre les démocrates et les républicains. Forcément, il est possible qu'il n'y ait pas d'accord à quelques semaines des élections. Il faut que les plans de relance soient mis en œuvre. Ça, c'est du côté des politiques. Et du côté des banques centrales, il faut déverser de l'argent supplémentaire pour qu'il y ait vraiment une appréciation de l'activité. Il faut que les banques centrales contribuent à faire augmenter l'activité économique dans chaque pays. Et donc le message de Jérôme Powell, c'est qu'il va continuer finalement à faire tout pour essayer de ranimer la flamme de l'inflation? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important pour les épargnants, c'est qu'il ne va pas le faire. Il ne l'a pas dit en tout cas en rajoutant de l'argent frais sur la table, sur les marchés financiers, mais en disant que les taux vont rester durablement bas, en respectant donc ce critère de moyenne d'inflation sur une certaine période, même si l'inflation remontait, même dans ce cas favorable, en cas de reprise économique, avec une reprise de l'inflation, même dans ce cas-là, la Fed ne relèverait pas les taux. Conséquence pour nous et donc pour les épargnants, c'est que les taux vont rester durablement bas pendant de nombreuses années, au moins 5 ans, peut-être une dizaine d'années avec des taux proches de zéro. Donc ça, cette lisibilité, ce long-termisme, c'est assez rare dans les périodes économiques. Qu'est-ce que vous nous avez apporté un tableau qui résume finalement quelles vont être les conséquences pour les différents placements possibles. Alors, on va découvrir ce tableau. Je vous laisse le commenter. On commence par l'immobilier. Voilà, donc le premier type d'actif, c'est les actifs immobiliers, où là, on voit que c'est un impact extrêmement positif, toutes choses égales par ailleurs. Le seul impact de la nouvelle politique monétaire de la Fed aura un impact positif pour l'immobilier. Ça peut aller encore plus haut, parce qu'on a l'impression déjà que l'immobilier touche des sommets. Selon moi, ça ira probablement plus haut. Il faut passer les 12-18 mois à venir avec une crise économique forte. Mais au-delà de ça, la tendance devrait redevenir positive sur les 5 prochaines années. Les obligations pour des pays développés. Alors, les obligations souveraines ou même corporate des entreprises, c'est ultra défavorable. On est sur des taux négatifs. Si vous enlevez l'inflation risque de remonter un petit peu, on l'espère. Donc, la rentabilité nette de l'inflation va être vraiment très négative. Il n'y a plus aucun intérêt pour un particulier, voire même pour des institutionnels, à aller sur des obligations. Seules des banques achètent des obligations pour des raisons réglementaires, parce que c'est de la liquidité, mais ça a un coût pour elles. Pour un particulier, aucun intérêt. Et cela explique pourquoi les actions en profitent et que les bourses finalement résistent. Alors il y a des petits trous d'air, mais les bourses jusqu'à présent ont beaucoup rebondi. C'est un peu le système des vases communicants en fait. Il y a moins d'intérêt à aller sur le marché obligataire, donc en relatif, il y en a plus à aller sur le marché des actions. Donc effectivement,
le faible niveau des taux d'intérêt et cette visibilité qu'on a à très long terme offre un terrain très favorable aux actions internationales de manière générale. Et on finit avec les matières premières. Alors pour les matières premières, c'est favorable aussi, dans une moindre mesure, mais c'est favorable pour les matières premières, c'est favorable pour l'or aussi. Le contexte de baisse des taux, probablement aussi d'un dollar plus faible, hein, avec une Fed qui est plus agressive, un dollar faible, c'est favorable pour les matières premières. La seule chose qui pourrait faire dérailler ces beaux scénarios serait un retour rapide et massif de l'inflation? Ah oui, complètement. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait. Il faut se plonger il y a une quarantaine d'années, ou il y a une cinquantaine d'années. Dans les années 70, on a mis en place une politique de taux réels négatifs. Alors, c'est vrai que les taux absolus étaient positifs, en fait, mais il ne faut pas regarder les taux absolus, il faut regarder les taux et retrancher l'inflation. L'inflation était très élevée et les taux réels étaient négatifs. On a été tellement loin qu'il a fallu que Paul Volcker relève les taux rapidement et ça avait créé une récession économique début des années 80 très forte. Parce qu'on s'est aperçu que l'inflation était hors de contrôle. Si, effectivement, dans quelques années, on se rend compte que l'inflation devient hors de contrôle, alors il faudra relever les taux et ça risque de générer une récession forte. Mais on est loin de ce scénario-là pour l'instant. C'est peut-être un scénario dans quelques années, dans de nombreuses années. Bon, en tout cas, on voit que les banquiers centraux ne manquent pas d'imagination et font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'éteindre l'incendie. Même si on se demande bien ce qu'ils pourront trouver par la suite si ça devenait à perdurer. Alors, rapidement, des questions. Hein. C'est une émission dans laquelle les internautes peuvent nous poser la question avant, en préparant l'émission, directement sur le site de bienprévoir.fr ou pendant l'émission. Elsa B, comment on peut investir concrètement sur la Chine? Merci. Alors concrètement, nous on propose de le faire au moyen de fonds communs de placement. C'est compliqué d'y aller, d'acheter des actions directement chinoises. Il y a des fonds qui fonctionnent très bien. On pourra mentionner à la personne qui a posé la question. Là, j'en ai pas un en particulier à vous dire maintenant là, mais on regardera. On en a sur la Chine et on en a également sur les pays émergents, les pays asiatiques, si on ne veut pas être simplement dépendant de la Chine. Donc y aller avec des intermédiaires, c'est en effet sans doute plus facile. Michel S, sur le plan boursier, merci de me dire votre opinion sur les titres Eurofins Scientifique et Vinci. Alors deux valeurs qui n'ont rien à voir. Oui, qui sont dans une situation même opposée. Eurofins Scientifique a publié des résultats très positifs en fait au premier semestre. Eurofins Scientifique fait partie des grands gagnants de la situation actuelle. Je crois qu'ils ont 800 laboratoires. Vous voyez bien, la situation actuelle leur est ultra favorable. Le sujet, c'est que l'action a beaucoup progressé. Donc c'est tout le sujet des valeurs de croissance. Hein. Il n'y a pas que celle-là, qui ont un beau business model, c'est une belle boîte, mais aujourd'hui, selon nous, elle est trop chère en fait, ça a trop monté, donc nous on n'irait pas dessus. Pour ceux qui sont dessus, peut-être qu'il faut même la vendre. Et alors Vinci, alors ces valeurs de rendement là? Là c'est un peu l'inverse. Vinci en fait a quand même des difficultés à cause de la crise sanitaire. La crise sanitaire n'est pas encore résolue, on voit même une résurgence de la crise en Europe, ça inquiète les marchés. Donc si ça devait aller plus loin, si cette deuxième vague devait aller plus loin, si on devait aller vers un reconfinement, vous vous rappelez le scénario de mars qui avait vraiment plombé l'économie, ça serait catastrophique pour une boîte comme Vinci. Donc à court terme, ça risque d'être un peu chahuté pour Vinci. À moyen terme, nous on joue le rebond effectivement en 2021-2022 des actions cycliques comme Vinci. Jacques Q demande que penser de la forte baisse de Ruby, faut-il en racheter? En quelques mots. Ruby, c'est une belle boîte, on est favorable, elle a progressé, elle a baissé de plus de 30%. On est dans l'univers du pétrole aval, hein, amont. On est en amont effectivement du pétrole, négoce et distribution de GPL, fuel et de pétrole. Même chose que pour Vinci, pour des raisons un peu différentes, c'est une valeur cyclique en fait. Si vous croyez à la reprise, je pense que Ruby est une belle action pour jouer la reprise. Je disais que les matières premières, on y croit à moyen terme. À court terme, ça peut tanguer, mais à moyen terme, on croit dans cette valeur. Question de Janté, comment expliquez-vous la descente des foncières cotées en bourse malgré les immeubles et centres commerciaux détenus? C'est vrai que ces foncières ont beaucoup souffert. Oui, ça a beaucoup souffert et pourtant on a par ailleurs des chiffres de l'immobilier qui nous montrent que les valeurs de l'immobilier n'ont pas baissé autant que les valeurs des foncières cotées en bourse. Alors c'est quoi ce paradoxe? Il faut avoir en tête quand même que sur les foncières, il y a une réalité, c'est qu'elles sont très endettées et c'est une des problématiques. Je prends par exemple Unibail. Unibail est très endetté, je crois que c'est la foncière qui a un levier le plus important. Lorsque vous avez une diminution des loyers,
vous avez des charges qui continuent à être là, les charges financières, le remboursement d'intérêts ou le paiement des intérêts. Et donc, ça crée un effet de ciseau négatif pour une e-buy. C'est pour ça qu'elle est pénalisée par le contexte actuel. Ils ont une augmentation de capital, mais qui est très dilutif parce que l'action a beaucoup baissé. Donc, c'est un environnement qui est assez défavorable, même si on pense quand même que la baisse sur les marchés est excessive et qu'à moyen terme, ça devrait remonter. Bon. Merci Jonathan pour toutes ces explications très précises comme à chaque fois. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Merci. On enchaîne tout de suite avec des informations concernant le plan épargne retraite individuel.